Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition du journal. Le feu ravage le massif des Alpilles dans les Bouches-du-Rhône depuis hier soir. La situation reste préoccupante à l'heure qu'il est. Le vent, le relief du terrain et l'épaisseur de la végétation rendent très difficile le travail des pompiers. L'État va verser 105 milliards de francs aux régions entre 2000 et 2006. Le gouvernement réuni à Arles pour un comité d'aménagement du territoire annonce 3 priorités: solidarité, emploi et environnement. Le Premier ministre belge décide la fermeture de 300 élevages de porcs supplémentaires. La contamination à la dioxine qui a déjà frappé les élevages de poulets s'étend. Le temps des festivals, c'est le temps de la liberté, que ce soit à Aix-en-Provence ou à Avignon, les chorégraphes s'offrent quelques audaces. La danse se fait dans la rue et l'opéra se laisse aller au hip-hop. C'est le premier grand feu de l'été. Il ravage depuis hier soir le massif des Alpilles entre Mouriès et Oreille. Plus de 1000 pompiers de plusieurs départements sont sur place. 10 bombardiers d'eau continuent leur intervention. Mais la situation ce soir reste préoccupante. L'incendie, qui pourrait être d'origine criminelle, n'a pour l'instant pas fait de victimes. Sur place, nos envoyés spéciaux, Yannick Aroussi, Michel Comin. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Tout l'après-midi, les reprises de feu se sont multipliées. Le vent est toujours violent. Des rafales à plus de 100 km/h. Alors qu'à la mi-journée, les pompiers pensaient avoir le dessus, croyaient avoir fixé l'incendie, les flammes sont reparties à l'assaut de la Pinède. Le feu est assez virulent là, et je ne pense pas qu'il va se calmer d'aussitôt. En début d'après-midi, les habitants d'un lotissement de Mouriès ont dû quitter leur maison. Flammes et fumées étaient décidément trop proches. Nous on n'emporte rien, notre peau déjà, c'est déjà pas mal. Hein. On risque pas à la peau, mais enfin bon, on peut vers se pas tailler. Hein. C'est venu tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et puis tout s'est embrasé d'un seul coup, on nous a tous évacués, c'est une catastrophe. Pourtant, là, aucune maison n'a été touchée. Mais au cours de la nuit dernière, 2 habitations avaient été dévastées par les flammes près de Mossane. Ce matin, avec l'entrée en action des moyens aériens, l'ampleur de l'incendie avait fortement diminué, les pompiers exerçant une surveillance très stricte des lisières. Avec la chaleur et le vent, ça va partir. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Le vent. Tout au long de la nuit, il a été le principal adversaire des hommes au sol. Privés à cause de l'obscurité, de l'appui aérien, les pompiers ont lutté au corps à corps avec un incendie parti peu avant la tombée de la nuit aux environs de Saint-Rémy-de-Provence. J'aimerais pas qu'il passe le chemin. Il n'y a pas d'eau là? Eh ben, on attend, on est en train de se faire alimenter et dans les camions il n'y a pas beaucoup d'eau alors. Partout, les riverains mettent la main à la pâte, proposent de l'eau, font leur possible pour sauver leur patrimoine. Il fallait prendre les papiers, les photos, ça ne fait même pas. Prêt à toutes les éventualités, le cœur gros. Ici, toute ma vie j'ai vécu ici. Oui, la même maison, toujours. Oh là là. Ce soir, tous les habitants des Alpilles craignent de revivre une nuit de feu. Les reprises sont nombreuses, sautent de vallon en vallon, et ce dans toutes les directions. 1600 hectares de forêt ont été brûlés, et le Mistral devrait continuer à souffler dans les prochaines heures. Les 1000 pompiers sont toujours sur le qui-vive, et les moyens aériens vont faire le maximum avant la tombée de la nuit. Le dispositif de secours et de lutte contre l'incendie mis en place mobilise hommes et matériel de plusieurs départements. Dans les communes menacées, plusieurs évacuations, notamment celles de campeurs, ont eu lieu. Karine Comasi, Pascal Ponce. Dans la salle des fêtes de Mouriès, à quelques kilomètres des Baux-de-Provence, 150 personnes ont trouvé refuge la nuit dernière, évacuées d'un camping voisin. C'était notre première nuit en France, oui, et nous avons été évacués à cause d'un incendie, oui, pas de camping. Alors, notre première nuit, oui. C'était des choses à raconter. Ah oui, ah oui, tout ça, et que nous avons passé une nuit blanche. Nuit blanche et journée agitée pour les pompiers venus de 15 départements. Vaudou 29, Mossane 20 appelle. Au poste de commandement mobile, ils sont à peine 10 à suivre la progression du feu sans relâche par téléphone et par radio. Il faut du monde. Il faut du monde. Et il se débrouille avec ce qu'il a. Voilà. Il a quoi comme moyen? Sur la gauche, hein? Ouais, on redescend sur la gauche. À l'autre bout de la radio, 1000 hommes prêts à sauter dans leur véhicule pour maîtriser les nouveaux départs de feu.
La zone est vaste, près de 2000 hectares, sans cesse survolée par une dizaine de canadaires. C'est un feu qui monte au niveau du vallon et qui part un peu de tous les côtés. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à le contenir, parce qu'on arrive à avoir des petites sautes de feu comme il vient d'avoir maintenant. À 2 pas de celui des pompiers, le poste de commandement des gendarmes, les brigades de recherche d'Arles et de Salon examinent les 4 départs de feu de la nuit dernière, des feux apparemment d'origine criminelle. Ces délits sont d'une imbécilité, d'une criminalité forte et qu'ils doivent être évidemment punis avec la plus grande sévérité. Des colonnes de renforts venues de plusieurs départements sont attendues ce soir dans les Alpilles. Avec nous, le lieutenant-colonel Robert Bardot. Monsieur, vous dirigez les opérations et les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Vous rentrez du feu, là. Vous y étiez près des flammes il y a quelques instants. Où en est la situation aujourd'hui, telle que vous avez pu l'apprécier? Oui, tout d'abord, je suis le directeur adjoint du service d'incendie. Et bon, nous avons une situation qui a évolué dans le courant de l'après-midi du fait de la renforce du vent. Je pense que nous devons avoir parcouru environ 2000 hectares aujourd'hui, avec un dispositif en moyen qui est énorme, puisqu'il y a environ 1000 hommes sur le terrain pour 270 à 280 véhicules, plus une dizaine d'avions bombardiers d'eau à tour de rôle. Comment se présente la situation pour les heures qui viennent? Et pour les heures qui viennent, nous allons amorcer la nuit. Alors pour nous, c'est plutôt défavorable au sens que la visibilité est mauvaise et surtout nous allons perdre l'aide des moyens aériens. Je pense que la première partie de la nuit jusqu'à minuit devrait continuer environ à peu près sur le même rythme. Mais pour avoir pris les prévisions météo, aux environs de 2 heures du matin, on devrait avoir une petite accalmie du vent qui devrait ensuite se maintenir jusqu'à demain dans la matinée. Alors bon, on va utiliser cette accalmie pour essayer de fixer encore les lisières qui sont virulentes. Est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle qu'il y a des reprises du feu ou est-ce que le feu est circonscrit à un périmètre donné? Non, le feu n'est pas circonscrit. Hein. Nous avions fixé le feu en fin de matinée parce que le vent avait un tant soit peu faibli. Mais le renforcement du vent a fait que de nombreuses lisières sur un feu qui est très important, hein, de nombreuses lisières sont de nouveau actives. Donc c'est un feu qui est en propagation. Il n'est pas en propagation totalement libre, parce que ce sont des petits îlotages à certains endroits entre des cultures et des zones de végétation plus dense, de pinèdes et de garrigues. Mais c'est un feu qui n'est pas circonscrit. Hein. Merci, colonel. Par ailleurs, selon les premiers éléments de l'enquête, ce feu serait d'origine douteuse, donc peut-être d'origine criminelle. Et puis, à l'instant, on apprend que plusieurs centaines de personnes ont quitté leur logement aux Angles, c'est dans le Gard, près de Villeneuve-les-Avignon, là aussi après le départ d'un important incendie. En Corse également, on a constaté de nombreux départs de feu, notamment dans le sud-est de l'île. Le vent violent, là non plus, n'a pas facilité les interventions des pompiers. À Corté, par exemple, 250 hectares ont été détruits. La suite de l'actualité. En Belgique, la contamination par la dioxine des élevages de viande n'a pas fini de produire ses effets. Les autorités belges ont été contraintes dans la journée de fermer 300 élevages de porcs supplémentaires, alors que près de 800 sont déjà sous séquestre. Au total, suite à cette contamination, ce sont entre 60 et 80 000 tonnes de viande qui devront être détruites. Pour le nouveau gouvernement belge, un premier dossier difficile. Yann Fronty. Pour Francis Léric, éleveur de porcs en Belgique, cette journée a commencé par un véritable coup de massue. Lui qui croyait que la crise de la dioxine était passée, lui qui attendait des indemnisations de l'État, a appris ce matin que rien n'était fini et que la situation était bien plus grave que prévu. Une catastrophe pour ce petit éleveur indépendant. Oh, une catastrophe. C'est vraiment... Il faudra liquider les porcs, autrement on court à la faillite. Car dès ce matin, au cours d'une réunion exceptionnelle, le gouvernement belge a décidé de placer de nouveaux élevages sous séquestre. Nous avons décidé de mettre sous séquestre 300 firmes supplémentaires parce que le monitoring nous a permis de détecter un problème supplémentaire. Le monitoring, c'est-à-dire les contrôles, les analyses effectuées pour déceler des traces de dioxine. Et d'après les premiers résultats de ces tests, la période de contamination a été plus longue que prévu. L'origine de la crise, elle, reste la même d'après le gouvernement. Des huiles de friture mélangées à des huiles industrielles souvent toxiques ont été livrées à la société Verkest qui les transforme en graisse destinée à l'alimentation animale.
Des graisses qu'on retrouve ensuite dans des centaines d'élevages. Impossible de connaître leur nombre exact, mais le gouvernement en décompte ce soir près de 800. Pour plus de sécurité, il pourrait donc décider de retirer dans les prochaines heures toute la viande porcine et ses produits dérivés des supermarchés, comme ce fut le cas il y a quelques semaines. Dans l'actualité politique, un contrat de plan est signé entre l'État et la région dans le cadre de l'aménagement du territoire. Symboliquement, c'est à Arles, en région donc, que Lionel Jospin a réuni son gouvernement pour annoncer que 105 milliards de francs iraient aux régions entre 2000 et 2006. Solidarité, emploi et environnement sont les priorités réaffirmées par le Premier ministre. Sur place, Alban Mikosi, Jacques Grégor. Tous ceux qui y ont un jour figuré le savent bien, pour réaliser une belle photo de groupe, il faut un peu de discipline. Donc voilà l'image que le gouvernement voulait donner. Une famille solidaire où chacun joue son rôle. Le matin, presque tous réunis ont procédé aux derniers arbitrages sur les contrats de plan 2000-2006. Avec un maître mot, rééquilibrage. Ainsi, les régions réputées riches ne seront plus oubliées. Provence-Côte d'Azur, Aquitaine, Centre, Île-de-France, Pays de Loire et Rhône-Alpes, en sombre sur cette carte, voient leur dotation croître sensiblement. Nous avons marqué de grandes inflexions. Dans la méthode, nous avons banni les promesses inconsidérées et irréalistes. Dans les contenus, nous avons donné la priorité au rééquilibrage entre les grands secteurs d'investissement. Ainsi, sur les 105 milliards de dotation globale, les transports en auront 30, mais la priorité ira au rail et au fluvial. 16 milliards pour l'éducation et un effort conséquent sur la politique de la ville. Autre grande gagnante, Dominique Voynet. Son concept de développement durable est officiellement consacré. Le développement durable, ce n'est pas un mouton à 5 pattes, c'est le souci d'évaluer l'impact des décisions publiques dans tous les domaines. Mais il faut au premier rang parce que c'est les gros secteurs. Décidément à l'aise en Monsieur Loyal, Lionel Jospin a assis les ministres dans un ordre très précis. Et Dominique Voynet à côté de lui, mais il paraît au moins prématuré d'y voir un message politique. Lionel Jospin a par ailleurs annoncé que l'État consacrerait en plus de cette enveloppe 15 milliards de francs à des projets régionaux qui devraient être discutés d'ici à janvier, dans le cadre notamment d'équipements d'importance nationale. Désensabler le Mont-Saint-Michel, contrat de plan. Construire des autoroutes ou développer le tourisme sur la Loire, contrat de plan. Voilà deux exemples de l'utilité de cette collaboration institutionnelle entre l'État et les régions. Il en est d'autres. À Alès-le-Vigan, dans le Gard, l'argent de l'État utilisé par la région sert en priorité l'emploi dans une zone où le taux de chômage est 2 fois plus important que la moyenne nationale. Laurent Bailly, Jean-Yves Blanc. La piste de karting est flambant neuve et totalement inattendue sur ces 90 hectares aux portes d'Alès. De cette friche industrielle sortent peu à peu des bâtiments financés par la région, l'Europe et surtout par l'État. Pour que ce projet prenne corps, pour attirer ici une vingtaine d'entreprises mécaniques et créer 500 emplois, le maire d'Alès paye de sa personne. La tour de contrôle. Aujourd'hui, il obtient 50 millions supplémentaires après 4 ans d'efforts. On a l'impression que, disons entre guillemets, la parisiennerie perçoit très mal ces petites infrastructures qui se créent dans des villes ou des bassins moyens comme le nôtre, comme quantité négligeable. C'est vrai que dans la zone que vous voyez ici, on n'aura pas ni Ford ni Renault qui viendra créer 5 000 ou 10 000 emplois d'un coup. Créer plusieurs milliers d'emplois en tout dans ce bassin minier sinistré, c'est en tout cas la priorité de ce contrat de plan. Ici, il y a 20 ans, travaillaient 17 000 mineurs. Aujourd'hui, à Alès, le taux de chômage dépasse 20%. La dernière mine de charbon n'emploie plus que 200 personnes et elle doit fermer l'an prochain. Les mineurs, eux, ne croient guère aux efforts engagés pour diversifier l'activité économique. La reconversion industrielle d'Alès, c'est quelque chose de très aléatoire puisque jusqu'à présent, tout ce qui nous a été proposé depuis les premières fermetures de mines en matière de reconversion, il y a très peu de choses qui ont tenu le coup. Beaucoup d'entreprises sont venues mais ont fermé très rapidement. La zone industrielle Oasis. Subventions, prêts immobiliers, exonérations diverses, ici tout est fait pour séduire les entreprises. Le grand-père de Grégory travaillait dans la mine. Lui, après avoir pointé à la NPE, s'est fait embaucher ici dès que les premiers bâtiments sont sortis de terre. Depuis peu, ça s'est créé. C'est des bâtiments qui appartiennent à la mairie, donc qui sont loués beaucoup moins cher pour les entreprises, qui permettent de lancer les entreprises. D'accord, c'est grâce à ça que vous avez trouvé un emploi, vous? Oui. Ces emplois nouveaux seront-ils durables? C'est toute la question. Les Alésiens veulent y croire, mais demandent à voir.
Il y a des efforts, mais je pense qu'il manque des forces et des ressources financières. Et... C'est réellement un balbutiement pour l'instant. On espère que ça va... Pour aller de l'avant, on va par exemple prolonger cette route 2 fois 2 voies entre Alès et Nîmes. L'État apporte aujourd'hui 300 millions de francs pour moderniser les tronçons désuets de cette nationale. Une mesure concrète, autant qu'un symbole pour contribuer à désenclaver Alès-le-Vigan, 130 000 habitants, le parent pauvre des Cévennes. À Strasbourg, au Parlement européen, des regroupements se font. C'est ainsi que les 9 députés de l'Alliance nationale italienne, la formation héritière du mouvement néofasciste MSI, ont rejoint le groupe Union pour l'Europe des Nations, qui comprend notamment les 13 eurodéputés français élus sur la liste conduite par messieurs Pasqua et De Villiers. Désormais, la droite souverainiste compte donc 30 membres et forme un groupe, ce qui lui donne des facilités matérielles, secrétaire ou voiture, et plus de force d'intervention. Le président Chirac est arrivé tout à l'heure au Nigeria, 3e étape de son voyage africain et première visite d'un président français dans ce pays anglophone le plus peuplé d'Afrique. Il compte 100 millions d'habitants. Le pouvoir y a été remis aux civils il y a juste un mois, après plus de 15 ans de régime militaire. Le président français arrivé du Togo, la visite était délicate dans le rythme du Togo. Il y a un volumineux dossier droits de l'homme instruit par Amnesty International. Jacques Chirac a estimé que l'organisation internationale avait pu être manipulée quand elle a dénoncé des massacres commis en 1998. Cela dit, il s'est également dit convaincu que le président Eyadema, au pouvoir depuis 1967, ne briguerait pas un nouveau mandat en 2003. Le bilan de cette visite, sur place nos envoyés spéciaux Éric Monnier, Jean Cornu. L'amitié qui lie les présidents Chirac et Eyadema rendait paradoxalement cette étape périlleuse. Au sein même de l'exécutif français, beaucoup étaient réticents, voire rétifs à ce séjour de 24 heures à Lomé, très longtemps incertain. La crainte sans doute que des propos ou des images n'irritent l'opposition togolaise. Une opposition qui vient à peine d'accepter de s'asseoir à une table de négociation pour tenter de dénouer la crise qui gangrène et ruine le pays depuis 8 ans. Et puis, on s'était pris à rêver qu'une telle visite crée ici un électrochoc. Las, ce matin, en recevant l'opposition, le président français n'a pu que constater l'absence du plus virulent des opposants à Eyadema, Gilles-Chris Olympio. Et les facilitateurs, les médiateurs internationaux ne pouvaient que regretter cette absence. Je lui ai téléphoné encore hier soir et ce matin pour lui dire qu'il serait le bienvenu. Il a décidé de ne pas venir, c'est un choix personnel sur lequel je ne ferai pas de commentaire. Pas de miracle, mais un espoir. Dans son point de presse cet après-midi, Jacques Chirac s'est dit encore optimiste. La médiation internationale court jusqu'au 30 juillet. Mais on sentait poindre son impatience pour mettre en garde tous les acteurs politiques togolais. Il ne se contentait plus du seul poids de la France. La lassitude que l'on ressent aujourd'hui chez les grands partenaires, ceux qui doivent être les grands partenaires du Togo, cette lassitude conduit à l'indifférence. C'est un processus très dangereux et qui risque petit à petit de déraper vers la recherche de solutions strictement internes, c'est-à-dire vers la violence. Le voyage coup de poker de Jacques Chirac n'a pas donné les effets escomptés. Voilà bien une nouvelle preuve que la France seule n'a plus le pouvoir de régler les problèmes, même dans son ancien précaré africain. Et puis au Maroc, Hassan II a été hospitalisé à Rabat. Selon la Maison Royale, il souffre d'une pneumopathie aiguë qui nécessite une surveillance cardio-respiratoire. La contestation continue en Serbie. Une centaine de réservistes de l'armée ont coupé la circulation jeudi dans le centre-ville de Niš pour réclamer le paiement de leur solde. Ceux-ci ont été rejoints et encouragés par des passants et des automobilistes qui ont hué Slobodan Milosevic. Pendant ce temps, celui-ci, comme si de rien n'était, a visité le quartier général de l'armée à Belgrade, affirmant que celle-ci avait acquis une solide expérience face à l'OTAN et qu'elle serait modernisée et mieux dotée technologiquement. Dans le même temps, le général commandant la 3e armée qui était déployé au Kosovo réaffirme un soutien sans réserve à Slobodan Milosevic et affirme par ailleurs que si c'est nécessaire, il enverra l'armée au Kosovo pour rétablir l'ordre. Les familles Kennedy et Bessette ont rendu hommage à New York à l'occasion d'une messe célébrée dans l'intimité à John Fitzgerald Kennedy Jr., son épouse et sa belle-sœur. 300 personnes étaient invitées. Les Clinton assistaient à cette cérémonie. France 2 sur place, Pascal Doucet-Bon. Le président était à l'heure. Comme les autres invités, Bill Clinton ne s'est pas approché de l'unique caméra autorisée à filmer l'entrée de l'église Saint Thomas More. Juste avant lui, plusieurs membres de la famille Bessette et tous les Kennedy avaient pris place dans l'église.
Arnold Schwarzenegger fait partie du clan. Il a épousé Maria Shriver, une cousine de John John. La police a fixé le périmètre de sécurité à plus de 2 km à la ronde dès 5 h du matin. Pas question de voir la cérémonie. Tout au plus sait-on que c'est Ted Kennedy, le sénateur, qui prononce l'oraison funèbre de son neveu. Les badauds, échaudés par les avertissements des médias, sont moins nombreux que prévu, mais les vrais fans, eux, ont fait le déplacement. Elle ne se fait pas prier pour réciter son poème. Il évoque la promesse tenue du rêve américain, la tragédie, les larmes, et fait de John une merveille du monde. Hier, dans un quartier moins chic de Manhattan, la commémoration était publique, organisée par la communauté américano-irlandaise. Bref, d'un bout à l'autre de New York, chacun aura pu honorer les défunts, mais pas au même endroit, ni au même instant. À St. Thomas More, la cérémonie s'est terminée il y a 1 h 30 environ. Les deux familles auront tout fait pour garder pour elles leur émotion. En ce moment même, les 250 invités sont réunis au très chic couvent du Sacré-Cœur, là où étudiait Caroline Bessette lorsqu'elle était enfant. 24 heures après les adieux du petit peuple de New York, c'est au tour de la jet set de dire au revoir dignement à ses enfants. Finalement, après 2 reports, les 2000 tonnes de la navette Columbia, record de poids, se sont envolées la nuit dernière du centre spatial Kennedy en Floride. L'histoire voudra retenir que c'est la première fois qu'une femme est commandant de bord. L'objectif de cette mission, qui inclut également le français Tonini, était de mettre sur orbite un satellite observatoire de rayons X. Celui-ci devrait donner pendant 5 ans des renseignements importants sur les trous noirs par exemple, ou les collisions entre galaxies, de même que des informations sur les explosions d'étoiles en fin de vie. Pour les spécialistes de la NASA, de quoi changer notre façon de penser l'univers. Fait divers, l'évêque de Bayeux dans le Calvados, mis en cause par un avocat pour non-dénonciation de viol dans une affaire concernant un prêtre de son diocèse, estime que ces accusations sont infondées. Il s'appuie et il avance le secret de la confession. Patrick Fandiot, Fabrice Hauss. C'est un homme blessé, disent ses proches. Monseigneur Pierre Piquant, mis en cause pour non-dénonciation de viol sur mineur, ne souhaitait pas vraiment parler aux médias cet après-midi. Ce qui devait donc être une conférence de presse s'est transformé en une déclaration lue à la presse, aussi brève que laconique. Les accusations qui sont portées contre moi dans des conditions étonnantes à travers les médias, suite au dépôt de cette plainte, je tiens à réaffirmer avec clarté qu'elles ne reposent sur aucune réalité et sont infondées. Infondée, dit le prélat, la plainte déposée hier par l'avocat des victimes. 15 garçons dont le plus jeune avait à peine 6 ans et qui aurait subi les abus sexuels de cet homme, l'abbé Brisset. Le prêtre a été arrêté en septembre 1998, mais pour ses familles, Monseigneur Piquant connaissait ces actes pédophiles dès 1997. Au lieu de les dénoncer, l'évêque n'aurait fait que muter le prêtre dans une autre paroisse. Les mesures qu'aurait dû prendre l'évêque, c'est d'abord, en tant que citoyen, avertir le procureur de la République et faire en sorte que le curé ne soit plus en relation avec des adolescents. Or, il l'a muté dans une autre paroisse et il a pris le risque que le curé réitère ses actes. Défendre l'intérêt des victimes ou préserver le secret de la confession, pour l'Église, le choix n'est pas simple entre deux notions inscrites dans la loi divine et dans le code pénal. Dénoncer est donc une obligation, mais il se trouve que cette obligation, par les textes du code pénal, ne vise pas ceux qui, dans le cadre de leur métier, de leur charge, de leur mission, ont pour obligation de respecter le secret professionnel dans le cadre des confidences qu'ils reçoivent. Quant à l'abbé Brisset, écroué pour viol, il est détenu à la maison d'arrêt de Caen, en attendant d'être fixé sur son éventuel procès devant les assises du Calvados. À Rennes, la reconstruction du Parlement de Bretagne, détruit par un incendie en février 1994, s'achève. La façade restaurée vient d'être dévoilée et ce matin, les clés ont été remises aux magistrats de la Cour d'appel qui devraient se réinstaller au mois d'octobre dans les lieux. Olivier Sioux, Michel Hiver.
Une remise solennelle de clés pour les magistrats de la Cour d'appel de Rennes, mais une clé toute symbolique, puisque la Cour ne réintégrera vraiment les lieux qu'en octobre. Et pourtant, 5 ans et demi après le tragique incendie de février 1994, le palais du Parlement renaît de ses cendres, au terme de ce qui fut plus qu'une restauration, une véritable reconstruction qui ne s'achèvera d'ailleurs que dans 2 ou 3 ans. À la fin de l'année 2002-2003, donc dans ces eaux-là, eh bien l'ensemble du Parlement a retrouvé sa splendeur. Il aura fallu presque 10 ans pour lui rendre cette splendeur? Presque 10 ans pour lui rendre, y compris le délai des études, mais lors de sa construction, il a fallu plus de 20 ans. Déjà, certaines salles ont retrouvé leur lustre d'antan avec lambris très grand siècle et peintures restaurées. Au passage, 700 mètres carrés supplémentaires ont été créés. Accessoirement, le Parlement de Bretagne devient le premier palais du XVIIe entièrement câblé. Un petit coup de pouce peut-être aux lenteurs de la justice. Il est clair que l'ensemble de ces améliorations est de nature à apporter une plus grande rapidité et surtout à faciliter le travail de chacun et donc à leur permettre de répondre dans de meilleures conditions et en effet plus rapidement. Le Parlement reconstruit restera à le faire vivre et le faire voir, car après l'impact médiatique de l'incendie et des travaux, il paraît inconcevable que le public n'ait pas sa part du monument retrouvé. Les magistrats ont donc mis sur pied une association pour animer le Parlement, des concerts, des expositions dans des salles d'audience, du jamais vu pour une cour d'appel. Tour de France, c'est l'Italien Mondini qui a enlevé la 18e étape à Poitiers. Il a battu le Français Jean-Cyril Robin de 3 secondes. Ceci après une échappée lancée à une 50aine de kilomètres de l'arrivée. L'Américain Armstrong conserve bien sûr son maillot jaune. Demain contre-la-montre, toujours à Poitiers, avant les Champs-Élysées, dimanche. Le 18 octobre, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, partira la Coupe de l'America. L'équipage français du défi, 6e Sens, est actuellement en entraînement à Lorient. 6e Sens, c'est la 3e génération du défi français, après le Baron Bic, souvenez-vous, dans les années 70, puis Marc Pajot. Cette fois, petite équipe, petit budget, mais bien sûr, important travail collectif. Christophe Duchiron, Frédéric Basile. C'est comme un décor de Deuxième Guerre mondiale. L'ancienne base des sous-marins de Lorient, indestructible édifice, déserté par les militaires depuis peu. Le défi français de la Coupe de l'America en a fait son camp d'entraînement. Pour les hommes d'équipage, chaque jour qui commence s'annonce comme le jour le plus long. 7 h du matin, à l'intérieur d'une grande tente blanche, la salle de gym. À côté, sous la même tente, la voilerie. Casper, le maître voilier, s'est couché tard. Comme d'habitude, il s'est levé tôt. Le travail ne manque pas, et ici, personne ne ménage sa peine. Avec 54 millions de francs, les Français sont les champions du monde du plus petit budget de la Coupe. C'est par exemple 6 fois moins que les Italiens. La philosophie du défi, c'est clairement d'être un tout petit peu décalé par rapport à ce qu'on a vu par le passé dans la Coupe de l'America, d'essayer de faire beaucoup avec peu d'argent et d'aller droit au but. Droit au but parce qu'on n'a qu'un seul bateau, parce qu'on est une petite équipe. On n'a pas le temps, c'est clair, de faire beaucoup de développement sur ce type de bateau. Donc on est obligé d'aller à l'essentiel, de se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir un bon bateau. L'objectif, c'est d'atteindre la phase finale des éliminatoires. 24,50 m de long, un mât haut de 32 mètres, très étroit, comme une lame qui fend l'eau. Un prototype conçu par 7 experts, une œuvre collective qui rompt avec la démarche solitaire et parfois autocratique du passé. Chaque après-midi, depuis la mi-juin, 16 hommes s'entraînent à bord, plein d'espoir. Là, on a des bonnes sensations. On a des bonnes sensations parce que la vitesse est très stable, parce que le bateau est sain, il est bien né, il n'y a pas de surprise par rapport à tout ce qui a été, tout ce qui est issu de calcul se confirme à l'échelle 1. Donc ça, c'est toujours bon signe. Bon, il faut faire confiance aux autres défis pour mettre aussi au point des bonnes machines. Il est 23 h, mais il y a encore de la lumière. L'après-midi, il naviguait. Le soir, il s'occupe des voiles. Et c'est ainsi pour chaque membre de l'équipage. Sortie en mer, travail à terre, homme à tout faire. Et demain, on recommence. Les gens du défi 6e Sens n'ont pas la folie des grandeurs. Ils sont modestes, pragmatiques et ambitieux.
départ donc au mois d'octobre. Une promenade maintenant à Aix-en-Provence et à Avignon à l'occasion des festivals de l'été. Dans le premier cas, il s'agit d'art lyrique, dans le second de théâtre. Pourtant, à chaque fois, ce sont des chorégraphes qui s'élancent sur des chemins de traverse. Daniel Wolfram, Michel Levasseur. Il a l'air d'un passant ordinaire, justement. Son talent est de se couler dans le paysage avec sa partenaire, mine de rien. Le célèbre cours Mirabeau à Aix-en-Provence et son trafic font leur affaire. Ils y interviennent presque sans déranger. Plus qu'un simple décor, tout ce qui passe à l'improviste se transforme ainsi en acteurs involontaires de leur chorégraphie. Le couple improvise dans les rues de la ville, la spontanéité fait la force de leur ballet, le public, d'abord intrigué, comprend vite qu'il a affaire à des danseurs professionnels. Il y avait une certaine harmonie entre l'environnement. Non, je trouve ça super, bravo. On devrait voir ça plus souvent. On compose en même temps avec tous les trajets du public autour, avec ce qu'on ressent dans l'instant. Et ce qu'on reçoit des gens, ce qu'on reçoit de l'espace, ce qu'on reçoit des objets, ce qu'on reçoit des mouvements, de tous les mouvements. Leur démonstration urbaine va durer une vingtaine de minutes. C'est une des 2 chorégraphies de rue retenues officiellement cet été par le Festival d'Aix-en-Provence. À Avignon, le cadre, le jardin clos d'un lycée, est plus traditionnel, mais le procédé, lui, l'est beaucoup moins. Accompagné par ce troublant percussionniste et sous la conduite d'une star du hip-hop, Farid Berki, un danseur étoile de l'Opéra de Paris, Kader Bellarbi, pour ce curieux mélange de classique et de breakdance. Là, ce sont les objets symboles de la ville qui sont amenés sur scène, et comme à Aix-en-Provence, cette chorégraphie échappe également à toutes les conventions. Terminons avec Noah, jeune chanteuse israélienne. Elle a 30 ans. Elle était hier soir en concert à Deauville. Elle s'apprête à sortir un nouvel album qu'elle ira enregistrer en Bretagne. Sophie Mézel, Jacques Gérard. Elle est devenue une artiste engagée presque malgré elle. Parce que, comme elle dit, lorsqu'on est juive, israélienne, laïque et chanteuse, on n'a pas le choix. Mais de sa lutte pour la paix, de son soutien à Ehud Barak, elle ne glisse dans ses textes que des évocations, et comprenne qui pourra. Pour moi, une chanson ne doit pas être utilisée comme une tribune. Si j'ai des opinions, je préfère les cacher dans mes chansons. Si les gens saisissent ce que je veux dire, bon. Sinon, s'ils y trouvent autre chose, tant mieux. Pardon me for babbling, I've been carrying on. Pardon me for babbling, I've been waiting so long to tell you what I really feel. Elle parle en revanche plus facilement des contradictions qui la tourmentent. Cette part d'innocence qu'elle cherche à préserver face à la nécessité d'avoir l'air forte. Car Noah, c'est cela, un melting pot à elle toute seule, née en Israël d'une famille originaire du Yémen, éducation américaine à la dure école du Bronx où on la prenait pour une portoricaine, avant de retourner vivre il y a 10 ans en Israël. Tout ça fait une drôle de cuisine, dit-elle. Mais au moins, j'espère qu'elle a bon goût. Elle est complimentée. Tous les compliments sont bons à prendre. Je ne me lasse jamais. De ses chansons, elle aimerait qu'on retienne une émotion, un sentiment, l'envie de rire, de danser, ou même de pleurer. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle les 2 principaux titres. Le feu ravage toujours le massif des Alpilles dans les Bouches-du-Rhône. 2000 hectares ont été détruits. La situation reste préoccupante à l'heure qu'il est. Le vent qui continue de souffler, le relief du terrain et l'épaisseur de la végétation rendent plus difficile le travail des pompiers. L'État va verser 105 milliards de francs aux régions entre 2000 et 2006. Le gouvernement réuni à Arles pour un comité d'aménagement du territoire et Lionel Jospin réaffirme 3 priorités, solidarité, emploi et environnement.
Et puis dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet, suivie du point route de Valérie Maurice. 20h50, la série Urgence, 3 numéros. L'édition de la nuit, ce sera Ève Mété. À demain 13h. Excellente soirée à tous sur France 2.